Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Retour dans ce studio, nous sommes ensemble jusqu'au port de 10h. Vous êtes dans Mirador sous Fim FM 95.3 en modulation de fréquence dans le Grand Conakry et très prochainement en région dans plusieurs villes de la Guinée. Fim FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole est directe avec lui, M. Aliouba, président du modèle, il est notre invité. Nous le recevons ce matin. Bonjour à vous, M. Ba. Bonjour, bienvenue, Diallo. Bienvenue dans ce studio. Moi, j'ai envie d'entrer, de vous demander, parce que si je ne m'abuse, vous rentrez du Fouta. Qu'est-ce que vous avez constaté en ce qui concerne les travaux de la nationale Koya Mamoun Dabola. Vous avez circulé sur cette voie qui est donc en reconstruction. Qu'avez-vous constaté? D'abord, j'ai constaté qu'il n'y a pas de chantier parce que moi, je ne vois pas de travailleurs le long de la route. Il y a quelques mois de cela, il m'arrivait de rencontrer à certains niveaux, de voir des installations, du matériel, de la logistique et quelques travailleurs, mais je n'en vois plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement par rapport aux différents engagements qui ont été signés, mais ce qui est certain, c'est que cette route risque de continuer d'être un calvaire, surtout que c'est la seule véritable nationale que nous avons et qui quand même est assez impactant sur l'ensemble du système économique du pays quand on voit les zones enclavées telles que la zone forestière qui représente un véritable vivier pour la Guinée se retrouve tout le temps coupée du reste du territoire national. Il y a un risque qu'elle soit coupée à l'approche avec la saison des pluies? Oui, tout à fait. Il y a tous les risques et en plus les accidents de circulation. Et je n'ai pas compris comment cette route, d'ailleurs, ce chantier-là a été engagé. J'aurais bien compris qu'on laisse sur place ce qui existait et que parallèlement à cela, qu'on trace la voie qu'il fallait travailler parce qu'ailleurs, ça se fait comme ça. On aurait quand même gardé le minimum, mais on a tout détruit et aujourd'hui, on n'a pas une visibilité sur ce qui pourrait arriver. Allez. Donc, ce qui est certain, c'est que nous attendons des grandes pluies qui vont arriver et ça risque encore d'être un cauchemar pour nos compatriotes. Bien. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, vous tombez sur une question. J'imagine que vous avez suivi tout à l'heure l'intervention du ministre chez nous sur cette histoire de cimetière à Bambeto, mais aussi sur le site directionnaire de Koloma, que le gouvernement veut tout simplement enlever, raser, mais parce que cela ferait partie du domaine réservé de l'État et pour plein d'autres raisons. Quelle est votre lecture de ce qui semble être un début de reculade du ministre aujourd'hui, même si derrière, il ne nous dit pas quand est-ce que ces travaux-là pourraient prendre fin? Mais d'abord, moi j'ai salué la promptitude avec laquelle l'opinion a réagi et les médias également, parce que ça c'est une question essentielle à mon avis, et d'ailleurs sur laquelle j'ai tweeté pour dire que dans ce cimetière dont on parle, il y a le carré des martyrs. Nous savons pertinemment ce que cela représente pour la construction d'une mémoire collective qu'on n'a jamais obtenue dans ce pays. Nous regrettons déjà le fait que le Camboiro soit rasé. Je pense que chacun de nous s'est exprimé là-dessus. Il y a beaucoup d'autres sites sur le territoire national dont on nous a parlé dans notre histoire et qui ne sont pas encore identifiables. Nous savons que l'un des plus grands problèmes que notre pays traverse, surtout sur le plan politique et en matière et sur le plan de la réconciliation, c'est le fait qu'on n'a pas révisité objectivement notre histoire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut y travailler parce que des douleurs béantes existent encore. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées. Nous sommes en train de répéter ce qu'on nous a appris dans l'histoire en matière de violence politique, d'emprisonnement arbitraire, de répression, de tueries de masse. Récemment, on nous a parlé de fosses communes à Zérékoré. Est-ce qu'on est capable d'identifier tout ça? Si encore un des sites les plus illustratifs de l'histoire politique de notre pays, malgré que c'est une histoire douloureuse, mais c'est la nôtre, il faut qu'on l'assume. Moi, je suis de ceux qui sont dans cette génération-là qui sera capable un jour de témoigner, de reconstituer des faits. J'espère que chacun pensera à le faire, non pas contre ou pour qui que ce soit, mais toutes les grandes nations se sont construites, c'est vrai, dans la douleur, mais il faudrait faire une pause et en parler. Vous pensez qu'il y a un projet d'effacer ce pan de l'histoire politique tumultueuse de la Guinée? La première communication que j'ai entendue des autorités m'a donné cette impression.
Parce que je ne vois pas en quoi, et d'ailleurs, vous avez bien marqué le mot rétropédalage, parce que quand j'ai entendu le ministre dans sa communication, et j'ai vu le communiqué dans son contenu et dans son esprit, vous sentez la différence. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est parce que nous tous, nous avons réagi. Si c'est le cas, tant mieux. Si des personnes mieux avisées lui ont fait comprendre que ce serait une très grave erreur, parce que d'une façon ou d'une autre, ils peuvent effacer les traces physiques, mais ils ne peuvent pas effacer nos mémoires. Et bien entendu, il y a eu des pays où on a reconstitué les faits par le fait que chacun a gardé en mémoire ce qui s'est passé. En définitive, ce communiqué du ministre Kourouma n'avait pas lieu d'être. Non, je ne pense pas. Je ne vois pas la nécessité d'ailleurs. C'est une polémique qui nous dessert. Je ne vois pas l'utilité de prendre des initiatives dans ce sens. Ce que je veux dire, c'est que les uns et les autres doivent continuer d'être vigilants parce qu'on ne peut pas bâtir une nation solide si on n'est pas capable de construire une mémoire collective. Et cela doit passer par des faits comme ça. Si le régime actuel n'est pas fier du carré des martyrs, mais écoutez, peu importe à son niveau, toujours est-il que ce sont des Guinéens qui ont été arbitrairement tués, qui ont été là. Donc on ne va pas continuer de croire que ce sont les victimes qui doivent porter la responsabilité de la mauvaise image du pays. C'est plutôt les coupables qu'on doit identifier, juger, et derrière qu'on fasse travailler des historiens, des sociologues et autres qui vont nous reconstituer des faits afin que cela soit inscrit dans les manuels pédagogiques pour que nos enfants... Ailleurs, ce sont les musées qui enseignent les gens. Malheureusement, dans ce pays, on fait croire que rien ne s'est passé et on est en train de répéter les mêmes erreurs. Donc on a besoin d'une justice transitionnelle en Guinée? Ben écoutez, l'expression peut scier, tout comme... moi, je n'ai pas de formule magique, mais toujours est-il que ce que je pense être nécessaire, c'est le principe qu'on en parle. Le principe qu'on en parle, après, comment ça va se faire, comment on va formuler. En tout cas, en ce qui nous concerne au modèle, notre ambition de parler de réconciliation nationale, au préalable, il faudrait bien qu'on accepte de révisiter notre histoire. Parce que si vous prenez la Guinée sur toute la longueur, c'est-à-dire de l'indépendance à nos jours, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de fondamentaux qui n'ont pas changé. L'État guinéen n'est pas un État protecteur, n'est pas un État humaniste, est un État répressif. L'État a toujours été répressif dans ce pays. Violent. L'État n'a jamais accepté d'assumer ce rôle de répression. Les populations en ont toujours été victimes. Je donne un exemple. À chaque fois que vous voyez un symbole de l'État en Guinée, au lieu que vous soyez rassuré, vous avez peur. Dès que vous voyez un policier, un gendarme, un militaire, ça c'est les symboles les plus évidents de l'État. Ça m'arrive à Dakar, je peux me frotter. Exactement. Et ils sont très sympathiques et ils vous protègent. Vous en avez une peur bleue. Ouais, voilà. Pourtant, mon épouse vient d'une caserne. Hein. Et quand les gens sont en conflit, au lieu d'aller vers la justice, ils se disent, écoutez, travaillons à nous comprendre parce qu'on sait que si on arrive là-bas, ça risque de se retourner contre nous. Tout ça, c'est un facteur important. Moi, je pense que psychologiquement, les gens doivent être confortables. Mais ça, il faut que l'État rassure a priori. Monsieur Alouba, président du modèle, notre invité d'Amirador ce lundi. Allez-y, Talib. L'autre actualité brûlante, ce sont les événements de Kouroussa. Vous avez suivi tout ce qui s'y est passé le week-end dernier. Le préfet était tantôt sur notre antenne pour donner des explications. Mais ce que cela rappelle, c'est justement le casse-tête de l'exploitation minière, notamment de l'exploitation artisanale de l'or en Guinée. On va s'appesantir sur les solutions. Qu'est-ce que vous pensez des solutions qui pourraient éviter justement ces événements douloureux en répétition dans les zones minières? Surtout cette défiance des populations vis-à-vis des administrateurs territoriaux et autres. Parce que régulièrement, notamment en Haute-Guinée, bastion du chef de l'État, on assiste à des soubresauts, à des descentes de jeunes, à des déferlements de jeunes pour un oui ou pour un non. Contre des politiques publiques pour chasser des autorités en place. Exactement. Mais votre question complémentaire, d'ailleurs, en est une réponse pour moi, parce que ça montre déjà le ras-le-bol, ça montre le divorce entre les gouvernants et les gouvernés, ça montre un peu l'état d'âme, l'état d'esprit des populations. Un préfet, c'est tout un symbole de l'État, c'est le représentant personnel du président de la République dans une localité. Quand il est chassé, c'est une défiance de l'autorité et vous avez, le problème de légitimité du pouvoir politique se pose à ce niveau-là. Parce que ça veut dire que derrière, vous ne tenez pas votre légitimité de la base. Sinon, les gens, ils se reconnaissent, ils font confiance. Et généralement, les autorités administratives locales sont toujours trempées dans les différentes combines en matière d'exploitation minière.
ils ont des favoris, ils viennent prendre des pots de vin. Il y a eu beaucoup de rapports qui l'ont déterminé, il y a eu beaucoup de témoignages qui l'ont fait. Pour ce qui s'est passé à Kouroussa, d'ailleurs, le modèle a publié une déclaration tout à l'heure pour condamner la violence et bien entendu s'incliner devant la mémoire des deux jeunes qu'on a tués, mais surtout aussi exhorter la population à ne pas se livrer à des actes de vandalisme. Le pillage des biens publics et privés, nous n'en avons pas besoin dans ce pays. Ça aussi c'est important. Et nous l'avons fait, le modèle a fait une déclaration dans ce sens-là tout à l'heure, mais le problème il est plus profond. Mais quelle solution est générique justement à la question de l'exploitation artisanale de l'or? La solution elle est structurelle. Parce qu'à la base, il faut vraiment clarifier quels sont ceux qui sont dépositaires de ces contrats, quel est le lien en matière de contrat social entre les compagnies et la population. Pourquoi quelles sont les autorités qui doivent servir d'intermédiaires? Est-ce que ces populations-là, parce que pour le cas de Kouroussa et dans la zone, j'ai vu certains bulletins où on disait que l'exploitation artisanale de l'or a augmenté en volume il y a quelques années. Akoumba est là, certainement il va nous donner plus de détails. Mais il se trouve que les conditions de vie des populations ne changent pas. Et ces populations-là, traditionnellement, ont toujours vécu de ces exploitations artisanales, c'est leur source de revenus. Mais si on les avait mieux organisées, certainement on aurait eu plus d'impact. Et on ne peut pas comprendre, par exemple, que Kouroussa, où l'or est exploité, n'abrite pas une école digne de nom, ou un hôpital assez exemplaire. Voilà une façon de redistribuer de la richesse créée, au lieu de venir à chaque fois qu'il y a une élection, parce que ce qui arrive, la manipulation, ce sont les cadres de la localité qui ne représentent pas 1% des populations, qui sont nommés à des postes de responsabilité où ils ont des privilèges, et ils reviennent manipuler la population pour que celle-ci fasse croire à celui qui les a nommés qu'en réalité il a une base. Mais le temps d'une élection, c'est une période pas plus de 3 mois préélectorale. Pendant les élections, vous distribuez 1 million ou 10 millions. Ça représente que 1% de ce que vous avez volé au pays, et vous compromettez l'avenir de ces jeunes, vous les mettez devant juste pour vous-même. Il faut que les gens comprennent que c'est de la manipulation pour l'intérêt des cadres assis dans l'administration. En réalité, la population, ça ne peut pas changer ses conditions. Monsieur Aliouba, tel que vous l'aimez, président du modèle, notre invité en ce lundi. Avant peut-être de marquer la pause, vous pensez qu'il y a des détenus politiques en Guinée ou pas? Absolument. Absolument. Mais c'est pas du tout de l'avis du gouvernement. Oui, mais écoutez, il a failli en être un, en tout cas. Ah oui, écoutez, c'est une métaphore. On a échappé à beaucoup de choses dans ce pays, ça ne nous démotive pas. Oui, récemment. Une arrestation? Bien sûr, il y a eu beaucoup de menaces, il y a eu des tentatives, il y a eu tellement d'initiatives. On a échappé à la mort dans des manifestations ici. Je fais partie de ceux qui étaient quand même au devant de la scène toutes ces années-là. Ça n'a pas varié. Et ça ne change pas ce que je suis, parce que ce n'est pas moi qui suis le plus important dans tout ça. Il y a eu des gens qui sont dans les cimetières. Mais ceux qui sont en prison aujourd'hui, si quelqu'un se hasarde à dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, autant déduire que Alpha Condé n'était pas un prisonnier politique. Parce que ceux qui se le disent aujourd'hui, c'est ceux-là qui voulaient sa mort en prison. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont devenus des lèche-bottes, qui sont en train de faire croire au monde entier qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Un homme comme Ousmane Gawal, un homme comme Chérif Ba, un homme comme Foni Kemengue et tous ses amis qui sont en prison. Vous imaginez un seul instant que quelqu'un vous croit que ces gens-là sont des fabricants d'armes de guerre? Et c'est ce qu'on nous raconte. On en parle plus profondément derrière l'écran publicitaire et le point de l'actu depuis le studio B. On revient pour poursuivre cette interview avec M. Aliouba. Vous avez la possibilité plus tard, vous tous de pouvoir poser vos questions directement à M. Aliouba. Nous reprenons l'interview avec vous, Talibé Bari. Vous faisiez allusion aux détenus politiques et vous vous demandiez comment est-ce que Chérif Ba, Ousmane Gawal et autres pourraient être des fabricants d'armes, et puisque c'est l'un des chefs d'accusation articulés contre justement ces détenus. Oui, mais je pense que n'importe qui peut répondre à cette question pour dire que c'est absolument grotesque. C'est farfelu, ça n'a absolument aucun sens. Vous savez ce qui est triste. Mais il y a eu plus grave en Guinée. Alpha Condé avait été accusé. Justement, on met dans le micro. Alpha Condé avait été accusé même d'avoir piloté une rébellion, ou en tout cas des opérations qui visaient à déstabiliser le pays. Justement, il y a eu plus grave. Justement, Mohamed, c'est à ce niveau qu'on doit s'interroger. Normalement, Alpha Condé qui a vécu en exil, qui fut un prisonnier politique pour lequel le monde s'est mobilisé, lui-même qui avait demandé l'asile politique au Sénégal, qui s'est réfugié à l'ambassade ici, qui a subi beaucoup de choses. On aurait imaginé que lui au moins, il allait prendre cet engagement pour dire que ce que j'ai vécu,
ce que j'ai traversé, en plus de mes collaborateurs, aucun autre de mes compatriotes ne subira la même chose, quelle que soit l'adversité politique. Mais si c'est lui qui reproduit et qui fait pire que ses prédécesseurs, c'est assez triste. Oui, mais il a été condamné par contumace par le premier régime. Il a été condamné en exil. Il a été condamné par le second et mis en prison. Le monde s'est mobilisé. Tous ces gens-là sont déçus de lui. Et lui qui défendait le troisième principe, aussi, il l'avait accusé. Dadis Camara l'accusait subrepticement d'être de ceux qui avaient déstabilisé aussi son régime. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Quand on revient tout de suite sur la question de la mémoire collective, va falloir se pencher sur tout ça pour savoir qui a joué quel rôle et à quel moment. Mais l'évidence aujourd'hui, c'est de dire que cet ancien prisonnier politique, cet ancien exilé, pour qui les gens se sont mobilisés, aujourd'hui, pour des raisons carrément fabriquées, des charges fabriquées, prennent des innocents, les mettent en prison. Il y en a certains qui en meurent. On a eu beaucoup de cas, les Roger Bamba et beaucoup d'autres personnes. Ouais. Mais ça ne les indigne pas. Et vous voyez ces ministres, ces adeptes et tous les troubadours qui tournent autour, c'est des gens qui passent à longueur de journée à justifier que les gens meurent en prison, à justifier qu'ils soient arrêtés. Oui, justement, Alucine Makanara Take disait ici dans ce studio que la cité est calme. Qu'ils sont arrêtés, la ville est calme. La ville est calme, la cité est calme. Je préfère commenter les choses dites par des personnes importantes. Makanara n'est pas important? Écoutez, ne me menez pas dans ce débat de caniveau, je n'en veux pas. Ce que je vais vous dire, ce qui est plus important, il y a une évidence qui est là. L'évidence est que nous sommes un pays banni du monde de la démocratie, parce que l'étiquette que porte aujourd'hui la Guinée, elle ne favorise ni son développement économique, ni son développement social, encore moins les partenariats avec les pays sérieux. Donc c'est regrettable, on aurait pu éviter tout ceci, parce que toutes ces personnes mises en prison aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne méritent pas d'être en prison. Au contraire, ceux qui ont tué les gens, on a des évidences ici. On nous dit qu'il y a des morts, aucune enquête n'a jamais été ouverte, il n'y a pas de poursuite, ceux qui devaient être en prison, c'est ceux-là qui sont aujourd'hui assis sur leur orgueil, qui sont en train de fatiguer des personnes innocentes dont la Guinée a besoin, par orgueil, par arrogance. Mais vous savez, l'une des caractéristiques de la dictature, c'est de fabriquer des arrogants. C'est là, c'est le danger quand des arrivistes arrivent au pouvoir. Parce que c'est des gens qui n'étaient pas prédestinés à occuper certaines responsabilités par le fait du hasard ou par le fait du népotisme, favoritisme et tout ce que vous voulez, la nomination selon les critères de militantisme et de récompense. Vous voyez des gens qui n'étaient en rien importants dans la vie, qui ne méritaient aucune fonction. Et c'est des gens aujourd'hui qui se croient comme des demi-dieux. Mais avant eux, il y a eu des gens qui étaient plus puissants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Oui, mais justement, la question aujourd'hui, comment l'opposition guinéenne qui est sortie de la présidentielle sonnée, divisée, et même laminée, comment peut-elle retrouver de la force, de l'allant pour, en tout cas, continuer à exister, mais aussi à peser dans le débat politique en Guinée? Comment faire? Comment rebondir lorsque les partis politiques, les gros, sont obligés de tenir même leurs AG de façon virtuelle. De manière virtuelle. Et il paraît que d'ailleurs un de vos militants ont posé la question tout à l'heure. Il vous posait aussi la question, quand est-ce que vous allez reprendre aussi vos assemblées générales? Et vous savez, la question de la situation du Covid a été assez pénalisante pour tout le monde, d'une part. D'autre part, elle a été utilisée comme argument pour étouffer toutes les formes de contradiction. En ce qui concerne le modèle, vous savez, récemment, on était dans nos nouvelles installations parce qu'on a un nouveau siège. On travaille sur des projets pratiquement liés à la formation et à la consolidation de nos structures de base. Récemment, on a planifié beaucoup de projets de formation. Il y a des jeunes qui en bénéficient. Nous avons lancé officiellement la souscription aux cartes de membres. Ça, c'est quelque chose qui est en train de très bien évoluer ici à l'intérieur du pays et à l'international sous la responsabilité de la coordination du modèle à l'étranger. Donc, le parti grandit. Maintenant, en ce qui concerne l'opposition, il y a une nécessité de se réorganiser, mais c'est caractéristique à toutes les luttes qui se mènent parce que chaque étape correspond à une mutation. Il faut être réaliste. Mais l'opposition guinéenne, malheureusement, n'a pas fait face à la mouvance. Elle a fait face à l'État. Donc il y avait un déséquilibre en matière de rapport de force. L'État avec ses moyens. Oui, mais on ne vous a pas... Non, monsieur Ba, par exemple, excusez-moi, on ne nous a pas empêché, par exemple, de participer aux législatives ou d'aller à la présidentielle. Certains pensent aujourd'hui que le fait pour cette opposition dans sa majorité, en tout cas dans sa partie la plus signifiante, de ne pas aller aux législatives, vous condamne à vous opposer dans la rue plutôt que dans une... Au sein d'un parlement. Vous savez, ce qui se fait appeler parlement en Guinée, que ce soit
ceux qui siègent aujourd'hui sans légitimité, qui se font appeler de façon prétentieuse des députés. Ce n'est pas le cas. Ceux qui étaient là avant, les institutions parlementaires en Guinée ont été toujours des chambres d'enregistrement de ce que l'exécutif veut. Il faut aller plus loin pour dire que le schéma institutionnel en Guinée, même l'organisation de l'État, il faut repenser. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que si toutefois l'opposition avait une représentation, ne serait-ce que minoritaire à l'Assemblée, que ça aurait changé quelque chose. Fondamentalement, ça ne changerait absolument rien. Parce que tant que la mouvance qui gouverne n'est pas de bonne foi, et qu'elle n'est pas majoritaire, tant qu'elle est majoritaire, elle n'est pas de bonne foi, les choses ne peuvent pas aller dans la bonne direction. Mais à ce stade, l'opposition est encore plus audible que le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont à la défensive. Certains croyaient qu'il suffisait que Alpha confisque le pouvoir par la violence et par la manipulation pour qu'il ait un lendemain paradisiaque. Aujourd'hui, c'est eux qui se justifient face aux rapports internationaux. Et tous ces rapports sont accablants. Dont on va parler dans un C'est eux instant. qui se justifient par rapport à la mauvaise gouvernance. C'est eux qui se justifient par rapport aux prisonniers politiques. C'est eux qui sont acculés de partout. C'est Alpha qui est banni à tous les niveaux. Il n'était pas à Niamey au rendez-vous de la démocratie, mais il était à Brazzaville au rendez-vous de la dictature. Il était là-bas pour féliciter Sassou Nguesso, mais il se gêne de féliciter Mamadou Issoufou qui a été un démocrate. C'est eux qui ont des problèmes aujourd'hui. Ouais, même si ces partisans pensent que l'élection au Niger a été une catastrophe, tout simplement. Toujours est-il que le serment qu'il a prêté de briguer uniquement 2 mandats est parti, ce serment est Ça m'a été respecté. Une démocratie, elle se construit dans la durée. Si Alpha Condé n'a pas été capable d'avoir quelqu'un autour de lui qui est ambitieux, qui pouvait lui dire « Monsieur, je peux diriger ce pays, portez-moi candidat », il s'est entouré des gens qui ne voulaient que se soumettre pour avoir le prix du pain. Pas le choix. Écoutez, je ne discute pas de ça. C'est toujours est-il que il n'y a personne qui soit éternel. Il a été clair qu'il n'a été le dauphin de personne et que ceux qui voudront... Le mérite se trouve dans la préparation de la relève. C'est comme vous rentrez dans une famille, vous avez un père de 84 ans qui vous dit devant ses enfants et ses petits-enfants, sans moi vous n'êtes rien. Si vous ne passez pas par moi, il n'y a rien qui se décide. Ça veut dire qu'il a échoué. Sinon, à un moment donné, c'est par la relève qu'on peut savoir que vous avez été quelqu'un qui a réussi dans la vie. Si autour de Alpha, de tous les propagandistes, les militants de la 25e heure, ils sont assez zélés. Tous ces gens-là n'ont pas eu le courage de dire que je peux porter la candidature du parti. Si Mamadou Issouf, son parti, est parvenu à le faire à travers un de ses ministres, mais bien entendu... Enfin, vous n'avez pas peut-être répondu encore suffisamment à la question avant les questions non, de combat. Comment sonner la remobilisation chez l'opposition? Il y a déjà un état d'esprit qui est maintenu. Il y a déjà un état d'esprit qui est maintenu. Oui, elle est divisée parce que il y a eu un contexte qui a amené... C'est Selou, principal, l'opposant qui est allé à la présidentielle, et vous êtes resté, l'UFR, Modèle, PDN et d'autres, le PADES notamment, n'ont pas pris part à ce rendez-vous électoral. La césure, elle est nette encore, la fracture est nette encore entre vous et l'UFDG. Comment rapprocher les positions aujourd'hui pour regarder dans la même direction et faire face à ce régime? Moi, je pense que l'avenir de cette lutte, elle se trouve à l'état d'esprit qui s'est déjà créé, qui avait été initié par le FNDC. Parce que ce n'est pas parce que les gens ne mais on dit que le FNDC est grabataire, M. Aliouba. Et ça ne l'est pas. Parce que simplement, le FNDC est parvenu à créer aujourd'hui toutes les conditions qui ont permis au monde entier de savoir que ce régime, voici ce qu'il est. Si vous êtes là avec moi à commenter les rapports sur les violations des droits de l'homme, sur la confiscation de pouvoir, la mauvaise gouvernance, la dictature qui s'est installée, admettez avec moi, c'est parce que des gens avaient réagi a priori. Si rien n'avait été fait, vous pensez qu'ils n'auraient pas maquillé tout ça, ça aurait fonctionné? Ceux qui pensent que le FNDC a échoué, c'est parce qu'ils évaluent mal une lutte politique. Parce qu'eux, ils pensaient que le FNDC n'avait pas comme vocation d'aller trouver Alpha dans son palais et le prendre et l'amener quelque part. Ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de nous battre pour montrer au monde entier qu'un troisième mandat est illégal, anticonstitutionnel, et c'est contre les intérêts de la démocratie dans notre pays. Nous sommes parvenus à le faire. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'associe à nous. Si le pouvoir est à la défensive, c'est parce qu'on a réussi. Autrement, je pense qu'il se serait assis sur... Donc la lutte du FNDC a été un succès, un franc succès. Absolument. Et l'histoire va le démontrer suffisamment. En tout cas, moi, je suis fier d'avoir participé sans avoir varié. On est resté constant. Et cela, cet état d'esprit, et nous l'avons dit, il reste et il demeure. Chaque Guinéen qui veut le bien pour la Guinée continue de garder à l'esprit que ce troisième mandat mérite d'être combattu. Pour nous, c'est le plus grand Akoumba, sur les rapports internationaux sur les droits de l'homme. Oui, monsieur Aliouba.
la loi sur le maintien d'ordre a subdivisé les catégories d'intervention au niveau des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le constat est que et la police, et la gendarmerie, et l'armée sont épinglés par des rapports internationaux, notamment des ONG pour la plupart, et même le département d'État américain. Aujourd'hui, l'État conteste la neutralité de certains acteurs locaux de ces ONG-là. Quelle a été votre lecture, notamment sur les rapports sur les droits de l'homme, la violation présumée du bloc de constitutionnalité pour tout ce qui concerne les droits de l'homme, qui sont des droits de l'homme qui sont d'ailleurs universels, et le rapport particulier du département d'État américain qui d'ailleurs a eu pour premier effet la privation à la Guinée d'une subvention d'environ 500 millions de dollars américains par le Millennium Challenge. Et ensuite, je conviendrai avec vous peut-être que l'homme d'État s'évalue de son vivant, le leader s'évalue par le choix de son dauphin. Alors, est-ce que vous, à vos premiers pas là, vous pensez déjà à votre dauphin? Et puis pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir si M. Aliouba, avec toute l'intelligence qui le caractérise, il adresse en tant que responsable des partis politiques des rapports, par exemple, au gouvernement sur des questions précises en termes de propositions, à défaut. Si oui, vous faites ces rapports-là, sur quel sujet? À défaut, est-ce que vous ne manquez pas là l'une de vos missions? Parce que le parti politique, c'est d'éduquer les citoyens et de faire des propositions pour la bonne gouvernance dans l'intérêt exclusivement. Alors, ça fait 3 questions là. D'abord sur les rapports. Sur les rapports. Alors, nous ne sommes pas surpris de les apprendre. Et vous avez quelques ministres du bout des lèvres qui pensent que la meilleure manière de noyer le contenu et la pertinence de ces rapports, c'est de porter des étiquettes gratuites sur ceux qui les ont rédigés et qui ont recoupé plusieurs sources, même des journalistes, d'après tout ce que vous faites sur le terrain, ou des investigations qui sont faites. Mais c'est très facile de dire que tel est affilié à tel parti politique pour penser noyer le contenu du rapport. Je pense que ça, c'est un manque d'arguments évident que cela dénote. Et je vais vous rappeler quelque chose. Après, lorsqu'il y a eu le référendum et lorsqu'il y a eu des élections, tout le monde avait remarqué la présence sur le terrain de l'ancien ambassadeur des États-Unis et l'actuel chargé d'affaires. À l'époque, il y a eu un débat qui s'ouvrait. Il y a un des ministres, ou plusieurs d'entre eux d'ailleurs, qui disait que la France et l'Union européenne n'ont rien à dire parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain, ils n'ont pas accompagné le processus. Par contre, les Américains peuvent parler, on a vu leur ambassadeur, parce que par naïveté, beaucoup d'entre eux croyaient que cette présence physique était une approbation de ce qui se faisait. Alors, j'ai dit 2 choses à l'époque. J'avais écrit. J'ai dit soit ils sont naïfs, soit ils ne comprennent pas comment fonctionne le monde. Vous savez, dans ce pays, il y a plein de gens qui se sont construits un mythe. On vous fait croire que c'est excellence X et Y, mais en général, c'est des gens qui ne connaissent rien du tout. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes ont le complexe de les valoriser, mais ils ne sont pas valeureux. Et ce qui est important à comprendre, quand les Américains étaient sur le terrain à travers les représentations diplomatiques, la dernière fois, c'est un de vos ministres, un ministre qui était là, qui disait que le département d'État n'est pas en Guinée. Le département d'État n'a pas besoin d'être en Guinée, mais il est en Guinée à travers l'ambassade des États-Unis. Effectivement. Donc, non, c'est le ministre de la Sécurité. Il était là à ma place la dernière fois, il le disait. J'ai dit, mais il doit trouver mieux à dire, parce que ça, c'est ridicule comme argument. Et il se trouve que ces rapports, si le gouvernement est prêt à les contester, qu'il aille dans le factuel, qu'il démontre que c'est contrairement faux. Il ne suffit pas de dire les choses du bout des lèvres, parce que c'est incontestable. Ce rapport décrit beaucoup de choses. À sa décharge, le gouvernement aussi met le doigt sur, si vous voulez, ce qu'il appelle un manque d'équilibre de la part de ceux qui collectent les informations pour ces institutions à l'international. Notamment il indexe le fait que certains d'entre eux soient des militants déguisés. Mais écoutez, c'est justement ces accusations gratuites qui constituent une sorte de malice pour noyer le contenu et remettre en cause la pertinence. Si toutefois le gouvernement estime que les organisations de défense des droits de l'homme ont établi des rapports contre lui, mais l'autorité, la première autorité d'un pays, c'est le gouvernement, c'est l'État. Si l'État lui-même menait des enquêtes et qu'il y aurait eu des rapports, ils auraient brandi pour contredire ces rapports-là. Vous n'avez rien fait.
Vous n'avez diligenté aucune enquête, il n'y a jamais eu de procès, mais vous-même vous admettez qu'il y a des morts. Mais l'excuse qu'on trouve pour les morts, c'est de dire, ce sont des militants, ils appartiennent à tel parti politique, etc. etc. L'irresponsabilité de l'État a créé un vide. Au Sénégal, déjà, pour ne pas vous couper, par rapport aux victimes récentes, il y a une enquête qui est diligentée et des ministres ont rendu visite à des familles des victimes. Mais ici, on n'a jamais eu même un message de compassion. Alors, ce contenu, ce rapport, et puis le rapport, il est assez détaillé. Vous avez vu que même dans ce... Excusez-moi, Talibé, vous avez vu même dans ce rapport, le département d'État a mentionné sur la situation du modèle, vous avez vu dans ce rapport-là, par rapport au blocage dont on a été victime dans notre procédure administrative. Tout ça a été illégal. Et eux, ils sont informés, ils sont sur le terrain. Il y a d'autres ONG, Amnesty International. Est-ce que toutes les ONG, tous les pays vont être contre la Guinée? C'est parce que ces gens-là sont prédisposés dans la thèse du complot. On pense que parce qu'on n'aime pas tel, on n'aime pas tel. Ils avaient pris la peine de dire à Alpha Condé, vous pouvez changer les textes constitutionnels si c'est dans le sens d'améliorer la qualité de votre démocratie. Tous les États peuvent le faire. Si vous décidez de le faire pour vous-même, pour rester au pouvoir, bien entendu, nous n'en verrons pas un inconvénient. Mais ce qui est sûr, c'est que les États-Unis collaborent avec les autres pays sur la base des valeurs que nous avons en partage. Et tout le monde sait que Alpha a dit sur Jeune Afrique, c'est récemment. Au lieu de l'histoire du troisième mandat, il a avoué que c'est pour bloquer des gens parce qu'ils ne veulent pas que certaines personnes le remplacent. Est-ce que c'est lui qui doit choisir son remplaçant ou bien c'est le peuple qui choisit? Sur la deuxième, la dernière question de Yacoumba, est-ce que vous faites des propositions? Est-ce que vous arrivez en tant que parti politique constitué de vous d'adresser des notes ou des rapports au gouvernement, à des départements précis? J'avoue que nous ne faisons pas des rapports adressés directement au gouvernement, mais nous le faisons d'une autre façon. Le gouvernement guinéen ne se montre pas comme étant un interlocuteur, si vous voulez, courtois, idéal et ouvert. Parce que derrière, on n'a pas un gouvernement qui travaille dans l'esprit de la République, mais plutôt qui est dans le militantisme. Et je vous donne un exemple. Récemment, on a reçu un courrier du ministère de la Jeunesse en tant que parti politique, nous invitant officiellement à participer à une activité de réflexion financée par le système des Nations Unies avec l'accompagnement de beaucoup de partenaires multilatéraux sur la problématique des mototaxis dans les zones urbaines. Le modèle en a discuté à l'interne. On a dit au lieu de faire une présence physique par rapport à ça, parce que notre objectif n'est pas de nous exposer pour faire de la propagande, nous avons des cellules de réflexion interne avec les personnes ressources. On a créé un mémorandum assorti de plusieurs propositions sur la base d'un constat objectif fait. Nous avons envoyé le courrier à tous ceux qui nous ont sollicités. On a fait des ampliations, y compris les partenaires, y compris le ministère de la Jeunesse en question. Ils ont reçu. Qu'est-ce qu'ils en feront? On n'en sait rien. Ça, c'est du Mais concret. le fait déjà de publier pour nous, de parler régulièrement, de mettre à disposition du public, ça aussi c'est une contribution à la qualité. Dernière question, avant de donner la possibilité à deux auditeurs au moins. Dernière question sur la déclaration sur la déclaration du Premier ministre M. Alouba en tant qu'économiste. Quelle est la bonne note ou mauvaise note que vous pouvez attribuer à M. Kassori Fofana? Ça, c'est la première question. Qui a été adoubé selon lui à 99%. Oui, qui a été mentionné par les députés. Et la seconde question, j'ai un peu lire aussi l'une de vos interviews dans laquelle vous dites, je cite, si les gens disent que la politique c'est l'art de mentir, c'est parce que jusque-là, la politique n'a été pratiquée que par des menteurs. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je le maintiens, oui. Parce que Et vous êtes politique aujourd'hui? Bien sûr, ça là ne m'exemple pas, mais je parle de... Mais ça ne veut pas dire qu'il est menteur. On ne personnalise pas. En fait, parce qu'il faut voir ce que j'ai dit sous un angle plus large. Les Guinéens ont des raisons de ne pas croire aux politiques. Parce que beaucoup d'entre eux ont été déçus par les politiques. Je comprends cet état de fait. Mais dans une situation comme celle-là, est-ce que, parce qu'il y a eu un personnel politique qui n'a pas été à la hauteur, faut-il renoncer à le faire? Ou bien il faudrait venir et travailler à réhabiliter la politique sans avoir la prétention de dire qu'on est le meilleur? Moi, je ne regrette pas mon engagement politique. Mais la politique, je n'en fais pas un métier, c'est pourquoi je ne suis pas lié. Si demain j'ai envie de faire une pause sur ma carrière politique, je serai complètement indépendant, je prendrai un recul. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas fait un gagne-pain, je n'en ai pas fait un train de vie. Mais ce qui est important par rapport à la question de M. Kassori Fofana, oui. Comment peut-on parler de richesse partagée dans un pays qui ne crée pas de la richesse? Ça n'a pas de sens. On partage que ce qui existe, pas qu'on espère avoir. Le pays n'arrive pas à faire des performances économiques. L'économie, la richesse on n'a pas besoin. Écoutez, l'économie, on n'a pas besoin
Pour la comprendre, on n'a pas besoin d'aller même dans les amphithéâtres d'université parce que vous le sentez dans votre quotidien. Qu'est-ce qui change? Votre revenu peut-il vous permettre de vous couvrir, de couvrir les besoins de vos enfants, de faire ce que vous pouvez faire pour bien vivre? Chacun de nous vit les réalités économiques chez lui, dans sa façon de vivre au quotidien. Quand j'entends un premier ministre, c'est pourquoi quelquefois même, il faut éviter que les enfants regardent nos dirigeants s'exprimer, parce que beaucoup d'entre eux ne se gênent pas, et pas du tout, de mentir de façon éhonteuse. Quand même, à un certain niveau de la vie, il faut s'interroger sur son éthique soi-même, et savoir que ceux qui vous écoutent là, vous êtes aussi un éducateur quand vous gérez un pays. Le message que vous faites passer, il a un impact sur les enfants, et il le répète. Et c'est pourquoi nous devons travailler à réhabiliter la politique, parce qu'en Guinée, les personnes qui portent l'éthique et les personnes de qualité ont refusé naïvement d'être en politique sous prétexte que la politique, elle est comme ceci, elle est comme cela. Si vous espérez changer la Guinée avec votre télécommande, n'allez pas sur le terrain, ne soyez pas dans la contradiction, restez là à dire que ce pays ne marchera jamais. Si vous voulez changer les choses, allez sur le terrain, faites valoir vos qualités, faites valoir vos idées, parce que c'est dans la comparaison que le peuple va trouver son salut. Si vous n'avez pas assez d'éléments de comparaison, il n'y a que les tocards qui y vont. Il n'y a que des opportunistes qui y vont. Il n'y a que des gens qui n'ont jamais trouvé un emploi qui s'y retrouvent. Et vous décidez de ne jamais rien faire parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez un bon boulot, vous avez un bon revenu, je ne veux pas me salir. Mais vous savez que la politique n'a jamais été jouée par des enfants de cœur. Malheureusement, le temps, nous sommes rattrapés par le temps. En 30 secondes, votre mot de la fin, vos conclusions. Écoutez, d'abord, je devais commencer par ça. Je souhaite un très beau Ramadan à l'ensemble de nos compatriotes musulmans, partout où ils se trouvent dans le monde. Et également, je voudrais que les Guinéens ne perdent pas espoir. Parce que notre lutte que nous avons menée, elle devait s'inscrire dans la durée. Au-delà du régime, il y avait un système, il y a toujours un système contre lequel chacun de nous doit s'ériger. Je l'ai toujours dit, la Guinée, c'est comme un récipient rouillé. Quelle que soit la qualité de ce que vous mettez dedans, une fois que ça tombe dedans, ça perd de valeur. C'est ce récipient qu'il faut changer. C'est quoi ce récipient? C'est ce système. Vous et moi, nous savons qu'il y a eu des Guinéens de très bonne qualité ailleurs, mais une fois qu'ils se retrouvent à des postes de responsabilité en Guinée, ils se pervertissent. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui engloutit les talents. Il faut travailler à changer cela par la politique, et j'encourage tout le monde à s'y impliquer, surtout les personnes qui portent des compétences. Merci. Et je dis merci à Aboubacar ainsi que tous vos collaborateurs. Merci. Et je vous félicite. Grand merci à vous également, Aliouba, pour la pertinence de vos réflexions, de vos idées. Les auditeurs donc qui ont appelé même pour demander que cette émission soit prolongée. Malheureusement, nous n'avons pas pu leur donner la parole. Ce n'est que partie remise. Aliouba, très disponible, reviendra très prochainement pour faire une émission à la tonalité économique avec nous. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de réalisation Alpha Diaouné et toute son équipe, Khalil Awada Babin. Et derrière nous, c'est la rédaction avec le grand virage piloté par Ibrahima Khalil Diallo.